Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer les exoplanètes. Et on va faire un zoom fascinant sur K2-18b. Ah oui, celle qui fait beaucoup parler d'elle. Exactement. On a des données toutes fraîches, enfin récentes, du télescope James Webb, et elles suggèrent, tenez-vous bien, qu'elles pourraient abriter des signes de vie. C'est la grande question. Alors notre mission, si on peut dire, c'est d'analyser un peu ces indices sur K2-18b, de voir ce que ça implique, et puis on fera un petit tour rapide d'autres mondes assez incroyables. Un beau programme. C'est parti pour cette exploration. Alors, K2-18b, elle est, oui déjà, ah oui, 124 années-lumière. C'est ça. Relativement proche à l'échelle cosmique. Découverte initialement par Kepler en 2015, puis Hubble avait confirmé la vapeur d'eau, c'était en 2019 je crois. Oui, c'est ça. Vapeur d'eau confirmée. Et elle est plus grande que la Terre. Bien plus massive aussi. Et surtout dans la fameuse zone habitable, donc la bonne distance de son étoile pour que l'eau liquide puisse exister, théoriquement. Tout à fait. Mais le vrai coup de théâtre, il est arrivé en 2023, avec James Webb. Ah, le voilà le point clé. Exactement. La détection de sulfure de diméthyle, le DMS. DMS. Et pourquoi cette molécule en particulier nous intéresse tant? Parce que sur Terre, le DMS, il est produit quasi exclusivement par des organismes vivants. Ah oui. Oui, le phytoplancton marin, par exemple. C'est ce qui donne cette odeur un peu particulière à l'océan, vous savez. L'odeur de la mer, d'accord. Voilà. Et c'est un gaz qui, en plus, n'est pas très stable dans une atmosphère. Il est détruit par la lumière de l'étoile. Donc, s'il est là, C'est qu'il doit être produit en continu. précisément, ce qui pointe vers une source active, potentiellement biologique. Potentiellement. Et j'ai cru comprendre qu'il y a eu une confirmation très récente, hein, ça a fait pas mal de bruit. Ah oui, tout à fait. Le 17 avril 2025. Nouvelle observation, autre instrument du web, et la confirmation des signes de DMS. Et avec des détails en plus, non? Oui, et pas des moindres. La concentration détectée, elle pourrait être, tenez-vous bien, 1000 fois supérieure à celle qu'on trouve sur Terre. 1000 fois. C'est énorme. C'est considérable. Bon, statistiquement, on est à 99,7% de fiabilité. C'est le niveau 3 sigma. C'est déjà très solide, hein? Mais pas encore la certitude absolue. Donc voilà. En physique des particules, par exemple, pour une découverte comme le boson de Higgs, on exigeait 5 sigma. C'est 99,999% de certitude. Donc on est sur une piste très sérieuse. Mais la prudence scientifique reste de mise. On attend d'autres confirmations. D'accord. Mais détecter ça à 124 années-lumière, comment on fait concrètement? Alors c'est grâce à la spectroscopie de transit. C'est une technique assez élégante en fait. Expliquez-nous un peu. Imaginez la planète K2-18b passe devant son étoile du point de vue de la Terre. Ok, une éclipse miniature. C'est ça. Et la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète avant de nous parvenir. Or, les molécules dans cette atmosphère, l'eau, le méthane et potentiellement notre fameux DMS, absorbent certaines couleurs, certaines longueurs d'onde spécifiques de la lumière. Elle laisse une signature. Exactement. Une sorte d'empreinte digitale ou de code-barre chimique dans la lumière de l'étoile. En analysant ce qui manque dans le spectre lumineux reçu, on peut déduire la composition de l'atmosphère. Fascinant. Mais j'ai lu aussi qu'il y avait un débat sur la nature même de cette planète. Ce n'est pas si simple, hein? Non, ce n'est pas simple. Il y a principalement deux hypothèses qui s'affrontent un peu. Lesquels? D'un côté, l'équipe du professeur Madhusudhan défend l'idée d'une planète Icéan. C'est un concept assez nouveau. Un monde avec un océan d'eau liquide global, mais sous une atmosphère très épaisse riche en hydrogène. Océan sous hydrogène. D'accord. Et l'absence d'ammoniac détectée par Webb, ça pourrait soutenir cette idée. L'ammoniac devrait être présent si c'était juste une géante gazeuse classique. Et l'autre hypothèse? D'autres chercheurs, comme le docteur Vaughan, sont plus sceptiques. Ils pensent que K2-18b pourrait être plutôt une sorte de mini-Neptune, une mini-géante gazeuse, sans surface solide ou liquide bien définie. Et dans ce cas-là, Beaucoup moins propice à la vie telle qu'on la connaît. voilà. Et il y a aussi la question de la température. Est-ce qu'elle n'est pas trop élevée, même dans la zone habitable, à cause de l'effet de serre de cette atmosphère épaisse? Le débat est ouvert. Si on imagine quand même, juste pour l'exercice, qu'il y a de la vie là-bas, dans cet océan sous hydrogène, ça ressemblerait à quoi? Ah, c'est de la pure spéculation, bien sûr, mais on peut imaginer des choses très différentes de la Terre. Peut-être des microbes extrémophiles, adaptés à d'énormes pressions, à l'obscurité des profondeurs, à la chimie particulière. Des formes de vie sans yeux, peut-être? Possiblement. La vision ne serait peut-être pas le sens principal. L'écholocation, la chimiodétection, la bioluminescence
pourrait être plus utile. Et qui sait, la flottabilité différente dans l'hydrogène pourrait même favoriser des organismes plus grands, avec des carapaces ou des structures pour résister à la pression. Mais là, on est vraiment dans la science-fiction inspirée. C'est stimulant d'y penser. Bon, K2-18b et son DMS, c'est clairement la star du moment, mais elle n'est qu'une planète parmi des milliers d'autres découvertes, n'est-ce pas? L'univers est plein de surprises. Ah mais complètement. C'est un véritable zoo cosmique. Très brièvement, on peut penser à Teegarden B. Beaucoup plus proche, 12,5 années-lumière seulement. Ah oui, la voisine. Potentiellement habitable. Elle est probablement en rotation synchrone par contre. Toujours la même phase vers l'étoile. Ça crée une zone de crépuscule, peut-être intéressante pour la vie. Une zone ni jour permanent, ni nuit éternelle. C'est ça. Ou alors TO700D, un peu plus loin, 101 années-lumière. Elle pourrait ne pas être verrouillée comme ça, donc un climat potentiellement plus stable. Et puis, il y a les bizarreries. Lesquelles, par exemple? Mais J1407b, surnommé Super Saturne, avec des anneaux gigantesques, 200 fois plus étendus que ceux de Saturne. On ne sait même pas si c'est une planète ou une naine brune. Ou WASP-76b, l'enfer personnifié. Il y fait si chaud qu'il pleut du fer en fusion le soir. Du fer en fusion, ça calme. On passe d'un océan potentiel à une pluie de métal. Voilà, la diversité. Pour en revenir à K2-18b, même avec la prudence nécessaire, cette détection de DMS, c'est quand même une avancée majeure, non? Oui, indéniablement. C'est l'une des pistes de biosignature, donc de signes de vie, les plus excitantes qu'on ait eues jusqu'à présent. Et si ça se confirme? Si ça se confirme, trouver la vie si proche, enfin 124 années-lumière, c'est une paille à l'échelle de la galaxie. Ça voudrait dire que la vie est peut-être beaucoup plus commune dans l'univers qu'on ne le pense. Ça changerait radicalement notre perspective. Ça donne le vertige. Pour conclure, une dernière pensée un peu folle que j'ai trouvée dans les sources. Ah oui. Oui, des scientifiques qui explorent la possibilité, théorique, que des planètes puissent se former et exister autour de trous noirs supermassifs. Autour de trous noirs. Ouais. Mais comment ce serait possible? Apparemment, dans certaines conditions très spécifiques, dans les disques d'accrétion. Enfin, c'est très théorique, mais ça montre bien que l'univers a sans doute beaucoup plus d'imagination que nous pour créer des mondes dans des endroits improbables. Absolument. Ça laisse rêveur sur ce qu'on pourrait encore découvrir.